Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Comprendre le monde pour une émission spéciale sur le toit du monde qui est le média étudiant d'Iris-Sup et je vais répondre aux questions de Claire et de Pénélope. Bonjour à vous. Bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons revenir sur l'actualité qui a marqué ces dernières semaines, notamment les tensions économiques et stratégiques entre grandes puissances, les recompositions politiques en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que les défis climatiques et diplomatiques à l'approche de la COP30. Le 9 octobre 2025, Pékin a annoncé un renforcement de ses contrôles à l'exportation sur les terres rares, ces métaux indispensables à la fabrication des smartphones, des véhicules électriques ou encore des missiles. Pourquoi ces métaux sont-ils devenus un enjeu aussi sensible pour les grandes puissances ? C'est les éléments de la puissance d'aujourd'hui, parce qu'ils sont effectivement indispensables à tout ce que j'ai donné, qui sont les facteurs de la puissance à la fois économique et stratégique. Et on peut dire que Pékin a assez habilement pris les États-Unis leur propre piège. D'habitude, ce sont plutôt les États-Unis qui imposent des dispositions extraterritoriales, donc qui obligent les autres pays à suivre leurs lois nationales. Là, Pékin dit, bon, on peut peut-être continuer à vendre des terres rares qui sont indispensables et dont ils ont, si ce n'est un monopole, du moins vraiment une priorité, mais on fera demander notre autorisation pour pouvoir exporter les biens que vous aurez construits avec cela. Et donc les États-Unis étaient furieux, Trump était furieux parce qu'on leur a appliqué ce qu'ils appliquent généralement aux autres, et donc c'était un beau pied de nez que Pékin a fait à Washington. Et la Chine dispose-t-elle d'un réel avantage stratégique sur les États-Unis grâce à son contrôle sur les terres rares ? Ben oui, dans la mesure où c'est vraiment le nerf de la puissance, c'est que les États-Unis ils ont beaucoup de choses en termes d'énergie, mais pas en termes de terres rares. Et donc, c'est comme si il y a un siècle, un pays avait du pétrole et que l'autre n'en avait pas. Donc, c'est un avantage concurrentiel par rapport à son principal concurrent, que sont les États-Unis. Les États-Unis dépendent de la Chine pour les terres rares. Et il n'y a pas une telle dépendance équivalente de la Chine à l'égard des États-Unis, même s'ils ont bien sûr ils ont besoin d'avoir accès au marché américain pour leur vitalité économique. Mais en cela, disons que Washington, qui est habitué à faire pression sans subir de pression, une fois encore, a été pris un peu à son propre jeu. Et ce mardi 28 octobre, les États-Unis et le Japon ont signé un accord cadre pour sécuriser leur approvisionnement en terres rares et minéraux critiques à l'heure où la Chine justement adopte des restrictions. Les deux pays ont également indiqué vouloir renforcer leur coopération, notamment commerciale. Peut-on y voir une réponse crédible aux restrictions chinoises et plus largement un tournant dans la rivalité technologique avec Pékin ? Alors, le fait qu'il y ait une alliance très forte entre le Japon et les États-Unis n'est pas nouveau. C'est l'histoire du Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis la guerre de Corée. Et le Japon a toujours été un allié fidèle des États-Unis et doit sa protection aux États-Unis et donc a dû toujours avoir une dépendance diplomatique. Le Japon ne peut pas avoir l'arme nucléaire, a peur de l'URSS puis de la Russie, a peur de la Chine, de la Corée du Nord. Et donc, il y a toujours eu une dépendance stratégique très forte du Japon à l'égard des États-Unis. On aurait pu penser qu'il aurait pu prendre ses distances, que la brutalité de Trump aurait fait que le Japon se comporte autrement. Non, en fait, et surtout avec la nouvelle première ministre qui est très pro-américaine, ils se sont dit qu'il va faire des concessions importantes. Donc ils ont, mais comme les Européens, accepté un accord commercial inégal et très peu avantageux pour lui, puisque les biens japonais sont taxés et pas les biens américains qui sont exportés au Japon. Et surtout, c'est que le Japon est contraint d'investir lourdement aux États-Unis pour espérer garder cette protection. Normalement, il n'y a pas une menace militaire de la Chine sur le Japon comparable à la menace militaire que les pays européens ressentent de la part de la Russie. Et donc, le Japon a pu prendre un peu plus de liberté par rapport aux États-Unis. Il n'en est rien. Donc, il y a effectivement une très forte dépendance du Japon par rapport aux États-Unis sur laquelle Trump a joué énormément. Ce jeudi 30 octobre, Trump a annoncé la reprise immédiate des essais nucléaires américains en réponse aux tests effectués par la Russie en début de semaine. Donc la reprise de ces essais nucléaires, qui est une première depuis 30 ans, est-elle une réponse stratégique nécessaire face au programme nucléaire russe et chinois ? Alors, ce n'est pas nécessaire parce que les États-Unis ont un programme de simulation qui est très fort et ni les Russes ni les Chinois ne font d'essais nucléaires depuis 1995. Le seul pays qui a fait des essais nucléaires dans les 30 dernières années, c'est la Corée du Nord. Et donc, une fois encore, les États-Unis ont un comportement qu'on puisse comparer seulement avec la Corée du Nord, ce qui n'est pas très glorieux. En fait, le message que Trump envoie, c'est « je fais ce que je veux ». Je fais ce que je veux. Alors, bien sûr, les États-Unis n'ont pas signé ce traité d'interdiction totale des essais nucléaires qui a été conclu dans les années 90. De toute façon, il n'aurait pas été possible de le ratifier. Jamais on aurait eu les 2 tiers des sénateurs, mais au moins, depuis, il se restreignait à
à eux-mêmes, et donc ils n'ont pas procédé à des essais. Et là, Trump, en fait, dans sa négation générale des contraintes internationales et du droit international, se dit: je fais ce que je veux. Oui, il y a bien un traité, mais de toute façon, on n'est pas tenu par ce traité, et de toute façon, je veux débarrasser de toutes les contraintes internationales. Donc, c'est un bras d'honneur supplémentaire que Trump fait à la communauté internationale. Justement, suite à sa rencontre avec Xi Jinping en Corée du Sud le 30 octobre, Donald Trump a annoncé que Washington et Pékin s'étaient entendus sur les termes de plusieurs accords, notamment sur les droits de douane, les terres rares, le fentanyl et le soja, ce qui devrait mettre un terme à l'escalade de leur guerre commerciale amorcée ce printemps. Est-ce que cet apaisement ne constitue-t-il pas en réalité une forme de renonciation américaine à la politique offensive menée par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche ? En tous les cas, alors il dit que c'est un très bon accord, que c'est un grand succès, il triomphe. Comme d'habitude, dès qu'il est quelque part, c'est un succès. Je n'ai jamais entendu Trump dire qu'il avait échoué. Alors, la vérité, c'est que, surtout comparé aux obligations commerciales qu'il a mises sur ses alliés asiatiques ou européens, il a échoué. Il a menacé la Chine de les taxer à 100%. Les Chinois ont dit: on en fera de même. Tu nous menaces sur les composants électroniques et on te menace sur les terres rares. Et donc, en fait, Trump a été obligé d'admettre qu'il ne pouvait pas imposer ces conditions de façon unilatérale à la Chine, parce que la Chine est devenue une puissance majeure et qu'elle a les moyens de riposter et qu'elle n'a pas peur de Trump. Alors, bien sûr, la Chine a un besoin d'accès du marché américain. Moi, je reviens de Chine. Il y a quand même un ralentissement économique. On voit bien qu'il y a des immeubles qui ne sont pas terminés, qu'il y a une crise immobilière. Mais en même temps, le pays est quand même très moderne, les infrastructures sont de bien meilleure qualité en général qu'aux États-Unis, et donc la Chine a les moyens de résister, et Trump n'a pas pu dicter sa loi à la Chine, ce qui rend la comparaison encore plus douloureuse pour le Japon, pour la Corée du Sud, pour les Européens, et la leçon va être vue par les pays du Sud global qui se disent, en fait, s'il y a un pays qui résiste aux États-Unis, c'est bien la Chine, donc le prestige de la Chine est très haussé, mais il est très notable d'observer que Trump a fait du triomphalisme alors qu'en réalité il a perdu, alors que les Chinois, eux, n'ont pas communiqué. Et que leur victoire, ils l'empochent en restant relativement low profile. Et au-delà de ce face-à-face avec la Chine, Donald Trump cherche également à renforcer son influence en Asie du Sud-Est. Le président américain a été invité au sommet annuel de l'ASEAN, qui s'est déroulé du 26 au 28 octobre, et à cette occasion-là, des accords commerciaux ont été signés. Dans quelle mesure cela met-il en lumière la volonté de Donald Trump de décrocher ces pays de l'influence chinoise ? Alors, il n'y parviendra pas, et ces pays ne veulent pas décrocher de l'influence chinoise, ils veulent juste avoir ce qu'on appelle ce multi-alignement, ne pas se couper des États-Unis. Et c'est vrai que Trump les a beaucoup maltraités, Trump les a ignorés, donc il est invité, il se rend compte quand même que c'est lui qui perd du terrain dans cette région par rapport à la Chine, et que la Chine est le premier partenaire commercial de tous ces pays, ce n'est plus les États-Unis. Donc il cherche un peu à refaire son retard, mais il n'a pas, alors dans ses rêves les plus fous, peut-être qu'il pense qu'il va détacher ces pays de la Chine, mais c'est juste pas possible. Les économies de la Chine et ces pays sont profondément imbriqués, et que ces pays se méfient un peu du comportement de Trump, qu'ils voient un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ils en subissent les foucades, mais ne veulent bien sûr pas couper avec les États-Unis. Ces dernières semaines, Washington a également augmenté son action sur le continent latino-américain. Depuis août 2025, les États-Unis ont intensifié leur présence et actions militaires à proximité du Venezuela. Peut-on considérer ces actions comme une véritable lutte contre le trafic de drogue, ou plutôt comme un moyen de déstabiliser le pouvoir du président Maduro ? Il y a les deux, mais en tous les cas, si on veut lutter contre le trafic de drogue, il y a peut-être des règles à suivre. On ne peut pas tirer sur des bateaux sans les avoir arraisonnés, s'il y a des trafiquants de drogue, on les saisit, on fait un procès et puis on fournit des preuves. Et là, Trump agit sans preuve. Par rapport à l'Amérique latine, effectivement, il veut reprendre pied. Alors, il a Milei, son allié Milei en Argentine, qui a gagné les élections grâce à un prêt, en grande partie, le prêt de 20 milliards qui était conditionné à la victoire de Milei aux élections législatives a dû jouer peut-être dans le choix des électeurs argentins. Sur le reste, effectivement, on voit bien qu'il veut faire tomber Maduro
et que Maduro, bien sûr, était un dictateur. Maduro s'est maintenu de façon illégale, illégitime au pouvoir, mais je ne suis pas sûr qu'une intervention militaire serait souhaitable, et je ne suis pas sûr qu'à part le prix Nobel de la paix de Madame Machado, beaucoup de Vénézuéliens qui n'aiment pas Maduro ont envie qu'il y ait une intervention militaire américaine pour se défaire de Maduro. On voit qu'il est aussi en guerre avec le Brésil, puisque la justice brésilienne a condamné son ami Bolsonaro à une peine de prison pour une tentative de coup d'État qui ressemble à ce que lui-même a voulu faire le 6 janvier 2021 aux États-Unis. Et donc, il taxe le Brésil, mais le Brésil résiste plus que l'Europe d'ailleurs. Et puis, il veut aussi punir la Colombie. Et donc, en fait, il veut, là encore, et puis il veut reprendre le contrôle du canal de Panama. Donc, on voit qu'il va avoir une politique de force. Sauf que pour les autres pays, c'est une force économique, des pressions économiques. Là, pour le Venezuela, il fait un peu la menace d'une intervention militaire dont il n'est pas sûr qu'il ait les moyens, dont il n'est pas sûr qu'elle soit facile. Parce que même si le régime vénézuélien est fragile, il faut plus qu'un porte-avions pour prendre le contrôle du pays. Parlons maintenant de Madagascar, qui subit une crise politique sans précédent. Donc le 14 octobre 2025, le président malgache Andry Rajoelina a fui le pays dans un avion militaire français, suite à la mobilisation de la jeunesse et d'une partie de l'armée. Le nouveau président, Michael Randrianirina, est un officier supérieur des forces armées malgaches. Assistons-nous à une confiscation par un pouvoir militaire des revendications populaires, notamment celles de la génération Z, comme on a pu le voir au Maroc ou au Népal? On verra bien, c'est trop tôt pour le dire, mais il est sûr qu'il fallait un changement à Madagascar. Moi, je suis rendu 3 fois au cours des 3 dernières années. C'est un pays potentiellement très riche, mais où une caste économique confisquait les richesses et surtout ne s'occupe pas du développement du pays, préfère jouir de sa rente et rétive à un changement qui pourrait permettre un vrai développement. Il y a des possibilités agricoles, touristiques énormes, mais qui ne profitent pas. Il y a plutôt un appauvrissement général du pays et tous les indices sont à la baisse. Indice de développement humain, PIB par habitant, les infrastructures. Donc un changement était indispensable. Et la France est lourdement engagée, parce que d'une part, nous avons un département, La Réunion, qui est très beau à Madagascar, et que l'aide française est vraiment capitale pour que le pays ne s'effondre pas plus. Donc, mais en même temps, c'est toujours on est coincé quand on est la France dans ce type de situation, parce que si on intervient trop pour faire des pressions sur le régime pour qu'il s'ouvre, on va être accusé de colonialisme, et si on ne fait rien, on est accusé de complicité avec le régime. Donc, les marges de manœuvre sont étroites. Là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est vraiment la génération Z qui a réussi à chasser le pouvoir. Elle ne l'a pas pris, ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc il faudra voir si ces derniers se lancent réellement dans une politique d'ouverture, de modernisation et de partage plus égal de la richesse, ou si on change un pouvoir par un autre, comme on l'a vu par exemple en Afrique de l'Ouest, où les contestations des pouvoirs ne sont venues que profiter à une junte militaire qui ne s'occupe pas plus du développement du pays que les pouvoirs civils qui existaient faussement démocratiques, qui existaient auparavant. Donc l'histoire s'écrit sous nos yeux. Souhaitons que s'il y a une société civile très importante à Madagascar, j'ai rencontré plein de gens extrêmement cultivés, extrêmement motivés, mais disons que la répression les empêchait de s'exprimer. Là, on fera bien voir si les militaires laissent les gens s'exprimer et partagent le pouvoir et ne le gardent pas à leur seul bénéfice et surtout aux quelques possédants qui m'ont mis en coupe réglée le pays. Les événements malgaches viennent s'ajouter à un certain nombre de revers pour la France, après son retrait notamment du Mali, du Burkina Faso ou encore du Niger. Quel lien la France peut-elle encore espérer avoir avec ses anciennes colonies ? Alors, en fait, à Madagascar, c'est pas un échec pour la France, parce que la France soutient les institutions officielles de Madagascar, et donc la France a gardé des liens. On a évoqué le président, mais c'était aussi pour éviter des affrontements supplémentaires, et la France est toujours présente à Madagascar. Donc, on ne peut pas tout à fait comparer la situation. Pour l'instant, il n'y a pas une demande de départ de la présence française de Madagascar, comme on l'a vu au Niger, au Burkina ou au Mali. Donc, il y a eu des échecs, effectivement, par une trop forte militarisation de la relation entre la France et ces pays d'Afrique de l'Ouest, mais la relation entre la France et Madagascar n'est pas vue uniquement sous l'angle de la militarisation, c'est vu aussi sous l'angle de la coopération. Donc, je ne ferai pas cette comparaison, mais vous avez raison de souligner un échec en Afrique de l'Ouest. Et pendant que la France tente de redéfinir sa présence en Afrique, la Russie cherche à consolider la scène au Moyen-Orient, et notamment en Syrie. Le 15 octobre 2025, le nouveau président syrien Ahmed al-Shara a rencontré Vladimir Poutine au Kremlin. Après le renversement de son allié régional
Bachar al-Assad, cette rencontre témoigne-t-elle de la volonté de Poutine de conserver des liens stratégiques avec la nouvelle présidence syrienne ? Bah oui, la Russie a des bases stratégiques importantes en Syrie qui lui sont vraiment très utiles, et donc elle ne veut pas se couper du nouveau régime alors qu'elle l'a combattu lorsqu'il était dans l'opposition et qu'elle a soutenu jusqu'au bout Bachar, qui est maintenant d'ailleurs réfugié en Russie. Mais en même temps, le nouveau régime veut ne pas être dépendant d'une seule alliance. Bon, il est très lié à la Turquie, il veut s'ouvrir aux Occidentaux, à l'Arabie Saoudite, aux autres pays arabes, et il se dit que autant avoir de bonnes relations avec la Russie, parce que la Russie a un droit de veto au Conseil de sécurité, qu'il faut lever les sanctions, que peut-être que ces bases peuvent être monnayées en faveur du nouveau régime. Et donc, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de pragmatisme de la part du nouveau régime syrien, dont il faut souhaiter la réussite et souhaiter aussi qu'il mette fin aux exactions qu'une partie de ses soutiens ont fait contre les minorités. Personne n'a intérêt à l'échec de ce nouveau régime. On a plutôt intérêt à ce qu'il réussisse pour stabiliser le pays et permettre un retour à une situation plus normale. En tout cas, on ne peut que se satisfaire du départ de Bachar el-Assad. Sur un autre registre maintenant, passons à la question environnementale. Du 10 au 21 novembre 2025, la COP 30 se tiendra à Belém, au Brésil. L'événement arrive dans un climat de doute, notamment autour des États-Unis qui se sont à nouveau retirés de l'accord de Paris en janvier dernier. Dans quelle mesure le retrait des États-Unis affaiblit-il la crédibilité et l'efficacité de l'ensemble du sommet ? En fait, quand la première puissance mondiale le dit ne pas participer à un effort collectif, ça a un impact sur l'effort collectif. Les États-Unis restent néanmoins la première puissance économique mondiale. Et là, il y a un climato-sceptisme assumé et même presque militant de la part de Donald Trump. Son slogan, c'est « Drill, baby, drill », donc « For, baby, for ». Donc, il veut vraiment, effectivement, il est très extractif. Et l'accord qu'il veut passer avec les Russes, c'est aussi sur les matières premières extractives. On le voit bien dans l'ensemble de ce qu'il fait. Donc, effectivement, il y a un danger pour le climat dans la mesure où, alors que la Chine, elle, justement, en opposition à Trump, se présente comme un pays qui veut faire un effort et qui respecte ses engagements, que les États-Unis déchirent ceux qu'ils ont souscrits. Donc, c'est très inquiétant. Et en fait, on voit qu'il y a il faudra bien sûr contrer cela. Heureusement, il y a des États fédérés qui veulent toujours, comme la Californie, qui veulent toujours respecter l'accord de Paris. Mais la présence de Trump au pouvoir est une mauvaise nouvelle pour le climat, ça c'est clair. Au-delà des enjeux climatiques, c'est le multilatéralisme même qui semble fragilisé, notamment avec les récentes décisions américaines concernant le financement de l'ONU. Le 8 octobre 2025, l'ONU a annoncé une réduction de 25% de ses effectifs de maintien de la paix en raison de coupes budgétaires massives imposées par les États-Unis. Cette décision impacte des missions cruciales en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Peut-on considérer aujourd'hui que l'ONU est en état de mort cérébrale ? Alors, l'état de mort cérébrale, non, mais en tous les cas, est affaibli par les décisions. Alors, elle affaiblit depuis longtemps, parce que quand la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, agresse un pays membre de l'ONU, on affaiblit et bloque le Conseil de sécurité, on affaiblit l'ONU. Lorsque les États-Unis bloquent des solutions au Moyen-Orient en mettant leur veto en faveur d'Israël, ils affaiblissent l'ONU. Mais là, ça va bien plus loin parce que Trump a choisi d'affaiblir le système de l'intérieur. Il y reste, mais il coupe les crédits. Et donc, effectivement, et puis il fait des attaques frontales. Son discours aux Nations Unies est un discours agressif à l'égard de l'institution. Il met en panne, son séisme met en panne exprès l'escalator pour pouvoir, de façon spectaculaire, dire que rien ne marche. Et là, il se vante de mettre fin à plein de guerres, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'un cessez-le-feu n'est pas la paix, et en plus, il y a beaucoup d'esbrouves dans tout ça, contrairement à l'ONU. Donc, on voit bien que l'ONU, en tant que telle, c'est haï par Trump. Il veut vraiment le détruire, il y reste, mais c'est pour bloquer le système. Et une façon de le bloquer, c'est de priver de moyens, puisque normalement, les États-Unis restent le premier contributeur financier, de par son PIB, aux Nations Unies. Et donc, effectivement, il va essayer de tout faire pour discréditer l'ONU et pour le délégitimer, et aussi pour finalement l'asphyxier par le biais de la baisse des contributions financières. Et quelles seront, selon vous, les conséquences concrètes de ces décisions sur la crédibilité de l'ONU dans le monde ?
Disons que ça peut aussi mettre en avant son utilité et le fait qu'il n'y a pas d'autre solution que le multilatéralisme, que l'ONU n'apporte pas le paradis mais peut éviter l'enfer, pour reprendre la formule d'un des anciens secrétaires généraux. Et donc on peut peut-être espérer au contraire que les attaques de Trump viennent montrer le caractère indispensable de l'ONU. Et les effets concrets, c'est effectivement même force de maintien de la paix. Quand les États-Unis se retirent de l'OMS, c'est des problèmes et des dangers pour la santé mondiale. Parce que dans un monde globalisé, on ne fait pas de mur contre les maladies et contre les pandémies. Donc on voit bien que tout ceci affaiblit, en fait, ça affaiblit la sécurité, ça affaiblit les problèmes de santé, ça affaiblit tout ceci, la lutte contre le sida. Tout ceci est mis en cause par des politiques à courte vue de Trump. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de Comprendre le monde en partenariat avec Sur le toit du monde.